Bonsoir, dans ce nouvel épisode de notre série rétrospective 2024, nous retracerons les faits marquants dans le monde et leurs dommages collatéraux à court et moyen terme. Le Moyen-Orient d'abord, avec les massacres à Gaza qui perdurent et où le Hezbollah se retrouve décapité de manière foudroyante et où le régime des Assad tombe à une vitesse fulgurante. L'Iran est-il si affaibli? Comment les cartes devraient être redistribuées? Autre conflit qui dure aussi, c'est en Ukraine. Alors dans le jeu des superpuissances et avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, ou le retour de celui-ci, quelle lecture des effets de ces chamboulements dans l'ordre mondial? Quid du géant chinois? Et quel impact concret de l'élargissement des BRICS sur l'échiquier, notamment économique mondial? Mais indéniablement, l'Afrique se retrouve au cœur des enjeux mondiaux, mais le continent est aussi proie à une hausse des conflits armés et à la montée de l'extrémisme violent. Alors au-delà d'une lecture analytique dans les événements passés qui auront marqué cette année qui termine, l'objectif ce soir est de se projeter sur les effets directs et indirects de ces événements et sans compagnie de vous inviter d'abord en plateau l'expert en relations internationales, Faiz Boutaleb. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Khadija, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter, se joint à nous. Et il en est remercié depuis Saidia, professeur Ahmed Azzerar, économiste et directeur à l'Institut marocain de l'intelligence stratégique. Bonsoir professeur Azzerar et merci à vous aussi encore une fois de répondre à notre invitation. Bonsoir Khadija et meilleurs vœux. Merci à vous également. Alors en temps de guerre, la loi se tait, disait un certain philosophe de la Rome antique, un certain Cicéron. Depuis ce 7 octobre 2023, Gaza est sous les bombes. On va commencer donc par le Moyen-Orient. La situation aujourd'hui ne présage rien de bon. Fait de Boutaleb, d'autant plus que la Cisjordanie est de plus en plus occupée. Effectivement, la Cisjordanie, au niveau de la prolifération des colonies, ça continue d'autant plus avec ce gouvernement de droite radicale et d'extrême droite, le plus extrême de l'histoire d'Israël, peut-être même de l'histoire du Moyen-Orient. Quand on voit les propos messianiques bibliques qui sont tenus par des hauts dirigeants du gouvernement de Netanyahou. Et en Cisjordanie, les colonies continuent. Il faut rappeler peut-être les chiffres, c'est 600 000 colons en Cisjordanie, plus 200 000 au niveau de Jérusalem-Est, ça fait quand même 800 000 colons, et aussi une trentaine de milliers de colons au Golan. Donc une somme autour de 850 000 colons qui sont en situation illégale aux yeux du droit international, puisqu'Israël a été désigné à plusieurs reprises par le Conseil. Mais quand les armes parlent, oui, la loi se tait. Et effectivement, on l'a bien vu, les exécutions extrajudiciaires contre des dirigeants du Hamas, aussi... Qu'est-ce qui veut dire que c'est extrajudiciaire? Quand on parle de Yahya Sinwar, par exemple, il n'y a pas eu de procès. Or, justement, la Cour pénale internationale demandait, y compris Yahya Sinwar, à côté de Benjamin Netanyahou. Donc, il n'y aura jamais de procès du côté de la responsabilité palestinienne sur les événements du 7 octobre, mais aux yeux de la Cour pénale internationale, les responsables du massacre de Gaza du côté israélien sont toujours justiciables, notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. Mais ça continue au niveau de la population massacrée, puisqu'on parle quand même de 46 000 victimes du côté de Gaza depuis 14 mois, au minimum, c'est-à-dire les corps qui ont été décomptés et dénombrés au niveau des établissements hospitaliers, du peu d'établissements hospitaliers, toujours en fonction au niveau de la bande de Gaza. Et certains experts parlent peut-être jusqu'à 70 000, 80 000 morts, en plus des centaines de milliers de blessés et des amputés, puisqu'il faut rappeler que la ville, et plutôt la bande de Gaza est le territoire au monde où on trouve le plus d'enfants amputés. Donc avec des membres en moins. Et donc cette situation humanitaire critique, c'est le premier génocide qui est au quotidien filmé avec tous les éléments d'information dont on a besoin qui sont présents. La Cour pénale internationale s'est prononcée, la Cour de justice internationale l'a qualifié de génocide. Donc effectivement, la loi s'est tue puisque ce massacre continue au quotidien, y compris aujourd'hui, où des dizaines de Palestiniens chaque jour à Gaza sont bombardés et sont les victimes d'une campagne de vengeance orchestrée par le gouvernement israélien. Une campagne de vengeance et aussi qui a pour objectif l'expansion du territoire d'Israël aux dépens de Gaza, mais on l'a vu aussi ailleurs, aux dépens de pays voisins, notamment le Liban
Et aujourd'hui, depuis 3 semaines, l'invasion israélienne en Syrie a commencé. Alors, en parlant du Liban, certes, professeur Azera, le Hezbollah est aujourd'hui affaibli, décapité, il faut le dire, parce que toutes les têtes pensantes, tous les dirigeants militaires ont été éliminés par les forces israéliennes. Mais force est de constater que malgré cet accord de cessez-le-feu signé le 27 novembre, eh bien, le sud du pays est toujours victime de bombardements. Selon vous, qu'est-ce qui a changé par rapport aux autres guerres entre Israël et le Liban en 2024? En quoi cette guerre est différente des précédentes? Écoutez, d'abord, c'est dans le changement des objectifs que l'on poursuit après une guerre. Donc, on dit que faire une guerre, c'est pour préparer une paix durable. Or, nous avons l'intention de voir que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, nous sommes en train d'élargir la guerre donc, au Moyen-Orient et nous ne voyons pas véritablement aujourd'hui comment l'issue peut être justement dessinée, puisque cela s'élargit et puis les atrocités donc continuent. Voilà, et il y a le risque même de déflagration, puisque ce qui se passe encore aujourd'hui en Syrie est inquiétant, bien entendu. Alors, ceci est d'autant plus navrant, j'allais dire, que le monde observe, hein, le monde observe et se tient silencieux, alors que, naturellement, on devrait euh, quand même se soucier de ce qui se passe ici, puisque le Moyen-Orient est au centre du monde et il a un poids économique important. En parlant du poids économique, est-ce que, justement, aujourd'hui, il y a quand même une économie dont il faut parler quand on évoque cette région du Moyen-Orient, c'est l'Égypte. L'Égypte qui se retrouve privée de l'une des sources les plus importantes de revenus, qui est le canal de Suez. Enfin, privé, j'exagère dans ce terme-là, mais force est de constater qu'aujourd'hui, avec l'affaiblissement du trafic sur le canal de Suez, notamment à cause des rebelles Houthis, c'est une des économies les plus importantes d'Afrique et du Moyen-Orient qui est affaiblie, handicapée. Du coup, qu'est-ce qui pourrait se passer dans des pays comme l'Égypte, par exemple, qui subit les effets économiques d'abord de cette guerre à Gaza? Oui, l'Égypte n'a pas que ce chat à fouetter. Elle a déjà aussi un problème de son alimentation en eau, sa sécurité en eau. Et il y a donc une tendance qui se dessine à long terme, certainement, c'est une mutation même de la logistique, puisqu'il y a de nouveaux corridors logistiques qui sont en gestation et en préparation. Et l'Égypte risque véritablement d'être un pays collatéralement donc atteint par ce qui se passe au Moyen-Orient. Alors, d'autant plus que également d'autres problématiques sont en cours, puisque le commerce mondial et le multilatéralisme est en train aussi de subir les contre-coups de ce qui se passe. Donc, il y a certainement, vous avez raison de poser la problématique de l'Égypte, sachant combien l'Égypte est importante, bien sûr, au Moyen-Orient, combien elle est populeuse et donc combien elle est aussi culturellement, donc jusqu'à présent, elle a été influente dans le monde arabe. Alors, en parlant de l'Égypte, la Syrie, bien sûr, c'est aussi un événement qui aura marqué 2024, bon, la fin de 2024, mais quand même une chute aussi rapide, inattendue, d'un régime de qui aura duré 6 décennies, un peu plus de 6 décennies, et un pays surtout qui plonge dans l'inconnu. Hafez Botaleb, c'est pas demain, 2025, qu'il y aura un nouveau régime démocratique en Syrie, selon vous? Alors, si on en croit les propos du nouvel homme fort de Damas, il va falloir au moins une année pour pouvoir rétablir les fonctionnalités du gouvernement et aussi certaines fonctionnalités de la vie quotidienne, notamment par exemple l'eau courante sur le territoire, l'électricité, donc 12 mois.
et puis après plusieurs années pour pouvoir organiser des élections. Bon, il a dit que ça pouvait prendre jusqu'à 4 ans. Voilà. Dixit Joulani. Pourquoi? Parce que le pays est encore divisé. Il faut rappeler que l'Est est contrôlé par des factions kurdes, qu'au niveau de la Méditerranée, il y a encore quelques factions loyalistes. On a vu la semaine dernière des combats qui ont eu lieu. Donc il y a toujours quelques petites factions loyalistes au régime ancien, même s'il faut qu'on a rappelé que 99% du territoire est aujourd'hui sous le contrôle de l'opposition, même presque 100%. Donc il faut rappeler aussi que c'est vraiment l'intégralité du peuple syrien à qui revient comment on va appeler ça, ce mérite d'avoir libéré la Syrie. Ce n'est pas l'offensive, ça c'était le coup de grâce. L'offensive menée par le Hayat Tahrir al-Sham, le HTC, c'était le coup de grâce au régime. Mais c'est 14 ans de sacrifice de l'intégralité du peuple syrien dans toutes ses composantes, ses minorités, ceux qui sont restés, ceux qui sont partis, ceux qui sont morts en Méditerranée, ceux qui sont morts du fait des mauvais traitements des polices en Europe. Il faut rappeler les polices de frontières dans certains pays d'Europe de l'Est. Ceux qui ont été maltraités aussi en Turquie, partout dans les camps de réfugiés, à l'intérieur de la Syrie, tous les opposants qui ont disparu dans ces prisons. Donc c'est tout le peuple syrien à qui revient le mérite d'avoir libéré la Syrie. Cette offensive éclair, ce n'est que le coup de grâce. Oui, il y a de la réelle politique et donc, aussi, Fed Botal. Ça ne dépend pas que du peuple syrien, parce que ça fait 14 ans que ce peuple souffre, depuis 2011, mars 2011. Ça a commencé déjà en février 2011. Mais aujourd'hui, la réelle politique a intervenu. Est-ce que ce n'est pas ça qui a accéléré la chute de Bachar el-Assad? Bien sûr, il y a eu l'intervention de puissances étrangères, notamment la Turquie. La Turquie qui a vraiment pesé de son poids dans cette offensive éclair, mais aussi très vraisemblablement les États-Unis, la Russie, puisque la Russie a fait un deal sur le dos du régime de Bachar el-Assad. Elle a abandonné le régime de Bachar el-Assad. Donc le Qatar aussi est intervenu, d'autres puissances vraisemblablement. L'Iran, on n'en parle pas d'Iran. Alors l'Iran, effectivement, c'est un coup dur pour l'Iran qui paraît être le dindon de la farce de cette affaire en Syrie, de cette chute rapide du régime. C'est les Iraniens qui sont les dindons de la farce parce qu'ils n'ont rien vu venir, ils n'étaient pas préparés et ils ont vraisemblablement une décorrélation entre les propos, la propagande du régime et la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, tous les proxys du régime ont pris très cher, comme on dit, c'est-à-dire le Hezbollah a été anéanti, alors que le Hezbollah parle de victoire, vous imaginez, parce qu'il y a eu une trêve qui a été imposée par les démocrates, on le sait. Le Hezbollah continue de parler de victoire. 2 semaines avant la chute du régime de Bachar, ils étaient incapables de prévoir que le régime de Bachar, mais pour afficher une propagande victorieuse, artificielle, c'est les premiers. Donc on voit très bien la force du coup qu'ils ont pris. Et ils sont anéantis totalement. La réalité, c'est que le régime le Hezbollah est totalement anéanti, le régime de Bachar a disparu. Et il faut rappeler qu'en Iran, il y a une crise de succession. C'est la fin d'un cycle, C'était la fin d'un cycle pour le régime iranien. Pour le régime Khomeini, c'est la fin d'un... Alors pour le régime, effectivement, pour Ali Khamenei, il paraît que la personne est malade, qu'il est en train de préparer une succession et que potentiellement, ce serait peut-être son propre fils qui prendrait la suite. Et donc, par rapport à ça, cela crée des tensions à l'intérieur du régime iranien. Donc il n'y a pas que les proxys qui vont mal, le régime lui-même va mal. Preuve en est, c'est qu'en 2024, le secrétaire général de Hamas est mort en Iran. Donc il y a eu très vraisemblablement quelqu'un qui a vendu la mèche. Et donc ça montre les dissensions au sommet du pouvoir iranien, cette mort de Haniya, mais aussi le cafouillage face à ce croissant chiite que les Iraniens ont planifié. Le projet des Iraniens au Moyen-Orient est aujourd'hui, carrément, on peut le dire, est aujourd'hui terminé. Donc il n'y a pas de guerre ouverte avec Israël, ce qu'on disait il y a 6 mois ou un peu moins, non, ça risquait de dégénérer en une guerre ouverte entre Israël et l'Iran. Ce n'est plus d'actualité. Pour revenir à la Syrie, justement, la Syrie c'est un élément qui est très révélateur de la situation des 2 pays et qui prend le lead aujourd'hui clairement dans la région. Bien sûr, parce que les Syriens veulent poursuivre les Iraniens pour 300 milliards de dollars de réparation sur tout le préjudice que l'armée iranienne a commis sur le territoire, sur le sol syrien. Et donc l'armée iranienne s'est déplacée sur un territoire étranger où elle a commis des massacres contre des populations innocentes et elle a mené une guerre qui n'était pas légale aux yeux du droit international. Et donc, mais pour revenir à une confrontation Israël-Iran, aujourd'hui,
pour un dirigeant israélien, ce serait le meilleur moment de frapper Téhéran, effectivement, puisque le pays est affaibli. Et donc, on va voir comment les alliances au Moyen-Orient vont se reconstruire. Mais il ne faut pas oublier que les massacres qu'Israël a commis contre la population de Gaza vont rendre très difficile les tentatives du gouvernement israélien de créer une coalition régionale contre l'Iran. Et donc, s'il doit y avoir un affrontement, ce sera un affrontement sous la bénédiction des Américains. Et pour cela, il faut voir quelles seront les positions de Donald Trump à partir du 20 janvier 2025. Moyen-Orient toujours, et pour clore ce chapitre Moyen-Orient, vous m'avez facilité la transition, je vous en remercie, Hafed Boutaleb, c'est les Américains. Et aujourd'hui, est-ce que Washington signe un retour officiel au Moyen-Orient après avoir, depuis Obama, orienté sa politique plutôt vers l'Indo-Pacifique? Est-ce qu'on voit clairement un retour des Américains dans la région, et quid des Russes après la chute de Bachar al-Assad? Professeur Aziral. Il y a les deux dynamiques qui sont en cours. Donc la dynamique G7, donc sous la houlette américaine, bien entendu, et Trump, aussi invisible qu'il est naturellement, risque effectivement de revenir en force dans la scène internationale. D'abord parce qu'il l'a promis, donc en Ukraine, il doit intervenir d'une manière ou d'une autre pour arrêter ce qui se passe et donc trouver un deal. Est-ce qu'il pourrait le faire? La même chose aussi, donc s'il applaudit ce qu'il est en train de se passer au Moyen-Orient aujourd'hui, mais il est obligé, donc il sait également proposer de trouver un deal. Et ce deal, donc, on le sait en quelque sorte, puisqu'il cherche à étendre, bien sûr, les accords d'Abraham et disons, l'étape ou le maillon attendu, c'est l'Arabie Saoudite. Donc, est-ce qu'il va réussir justement à faire entrer dans le cercle justement l'Arabie Saoudite? Ce serait une évolution, bien sûr, capitale pour, j'allais dire, arrêter ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, du moins momentanément. Mais en tout cas, les guerres, disons, par petits pays interposés, semblent devoir se continuer force, parce qu'on ne peut pas justement aller dans des confrontations directes entre les grandes puissances, même si cela se fait par la guerre économique, etc., et de manière accentuée. Donc on ne peut pas aller, pour le moment, en tout cas dans une confrontation directe entre les puissances. On craint que les guerres par pays interposés risquent de continuer. Et c'est là où, si on arrête justement l'Ukraine, on risque bien sûr de chercher une autre zone où une guerre peut être possible, pour des raisons que vous connaissez. Donc il y a l'industrie de l'armement, mais il y a aussi cette lutte que l'on continue, bien entendu, pour affaiblir, parce que les deux blocs sont en train de se constituer. Alors les BRICS sont encore au niveau économique. Ils ne démontrent pas une force, disons, militaire ou géopolitique, ou même une union, j'allais dire, union force entre les éléments, puisque tout le monde sait qu'il y a des névralgies au sein des BRICS, mais il y a quand même les deux blocs qui sont en constitution, et le travail de SAP va continuer certainement, puisqu'on va récupérer ce qui se passe du côté de la Russie. Alors, j'ouvre une parenthèse, parce que ici, l'Europe va être contente, en quelque sorte. Elle a été enrôlée justement dans cette guerre contre la Russie, et spécialement l'Allemagne. Donc, elle serait contente, bien sûr, que cette guerre s'arrête. Vous pensez que Trump pourrait faire arrêter la guerre comme ce qui se dit ici et là? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette guerre touche enfin à sa fin avec l'arrivée ou le retour de Trump à la Maison-Blanche, et que, in fine, il réussira à décrocher un deal avec Vladimir Poutine? C'est possible. Donc, en tout cas, il l'a promis. Donc, il a promis. Est-ce que l'engagement que cette guerre a connu
Est-ce que les territoires, justement, qui ont été perdus par l'Ukraine vont être récupérés? Sur quelle base? Donc, il y a beaucoup d'inconnus, naturellement, qui devraient être discutés. Il y a aussi cette mobilisation à l'intérieur donc, de l'Ukraine elle-même. Euh, on sait que Trump n'est pas véritablement pro-OTAN, ne serait-ce que pour le coût économique qu'il impose à la seule puissance américaine. Donc là, il y a de fortes chances, bien entendu, qu'il puisse réussir. En tout cas, c'est sa volonté. Mais ce n'est pas simple, cela va de soi. Alors, si dans le jeu géopolitique mondial, et certainement dans ce qu'il souhaiterait, il souhaiterait vivement fermer ce problème avec l'Ukraine pour se consacrer dans ce qui l'intéresse en priorité, c'est véritablement récupérer la suprématie à l'égard de la Chine, car la Chine est en train de prendre de l'ascendant et cela est véritablement sa priorité. Alors, comment est-ce qu'il va réorienter justement le travail en direction de la Chine? Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà faites, donc sur le plan économique, sur le plan des sanctions qui sont infligées aux grandes entreprises américaines, également au commerce, etc., à la finance, parce qu'ils voient le danger, donc son lancement vers le Bitcoin va aussi dans ce sens de lutte contre les Chinois. Je crois que c'est un dossier véritablement qui lui tient à cœur et il va s'y déployer. Si jamais il réussit véritablement en Ukraine, c'est que véritablement son plan est en train de marcher et il va s'y atteler. Et l'Afrique, justement, ne va pas manquer de subir aussi, bon, déjà une année quand même marquée par plusieurs conflits dans différentes régions du continent, mais ce jeu géopolitique mondial ne manque pas aussi d'affecter l'Afrique et le Talab. Et 2025 s'inscrit vraiment dans la continuité de 2024, dans cette lutte des puissances sur les terres africaines. Oui, bien sûr. On parle par exemple de ce qui se passe au Sahel. On parlait tout à l'heure de nouveaux régimes en Syrie, mais il y a de nouveaux régimes aussi au Sahel. Ces nouveaux régimes aussi doivent prouver, montrer d'abord patte blanche, prouver qu'ils vont préserver les droits de l'homme et aussi organiser dans les plus brefs délais des élections. Mais au-delà de ça, ces régimes aussi ont tenu des promesses à leur population. Et ces promesses, elles doivent montrer qu'elles ont été tenues. Par exemple, la lutte contre le djihadisme. Et c'est très sérieux. Avant de pouvoir organiser des élections, il y a d'abord la sécurisation du pays. Et le djihadisme est aujourd'hui un phénomène qui est très grave dans les pays du Sahel, puisqu'il est responsable chaque année de la mort de plusieurs centaines de civils innocents, de la perturbation des flux économiques au niveau des postes frontières. Et donc, une des promesses de cette nouvelle coalition qui s'appelle la Confédération des États du Sahel, composée de 3 pays qui sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est vraiment d'assurer une meilleure intégration économique. Ils sont d'ailleurs intéressés par la vision de Afrique atlantique que Sa Majesté a présentée, puisqu'ils veulent renforcer leur intégration économique entre eux, mais aussi dans leur environnement, notamment les autres pays voisins du Sahel, et y compris les pays du Maghreb, notamment le Maroc. Et bien sûr, à travers le Maroc, un meilleur accès à l'économie mondiale à travers le port d'Dakhla Atlantique. Donc ça, ce sont des initiatives qui favorisent la paix. On parlait de la prolifération des conflits, mais aujourd'hui, c'est vraiment par le dialogue inclusif qu'on pourra favoriser la paix au sein du continent et essayer de faire en sorte que les dissensions soient dépassées le plus possible à travers le dialogue et les institutions du continent, comme le Conseil pour la sécurité et la paix de l'Union africaine, et puis d'autres instances. Autre conflit aussi dans la région, c'est le Soudan, effectivement, où ça semble être un conflit très complexe. On comprend peu ce qui se passe, mais vraisemblablement, le général Al-Burhan, qui représente la légalité, un peu issue de cette révolution de 2019,
qui avait déposé le général Omar al-Bashir, eh bien, Ahmed al-Burhan semble toujours tenir dans la capitale Khartoum, pendant que l'autre général, Hamidati, lui, est toujours cantonné à l'ouest. Et donc, les deux factions militaires rivales continuent à lutter. Mais le peuple soudanais paye cher. Il faut rappeler qu'il y a déjà quelque chose comme 150 000 morts. Ça semble colossal, hein, ça semble beaucoup. Par rapport à la population, oui. Oui, effectivement. Donc, et puis enfin, il y a malheureusement la région des Grands Lacs. Cette région qui est censée être la Suisse de l'Afrique, vous savez, mais qui souffre depuis très longtemps, depuis les années 90, de plusieurs guerres. C'est là, dans cette région, dans ce genre de région, comme le Sahel, le Soudan ou la région des Grands Lacs, que l'efficacité du dialogue interafricain et des institutions de l'Union africaine peuvent se démontrer. Merci beaucoup et surtout Espérons. cette question de non-ingérence dans les affaires internes des pays qui est aujourd'hui l'un des pivots de la politique étrangère du Maroc et qui porte ses fruits. Et le plus important, ce ne sont pas les fruits, c'est l'arbre, et qui est bien enraciné dans une diplomatie vraiment efficace et efficiente. Et on a besoin de diplomatie sage pour 2025. Merci beaucoup, Hafed Boutaleb, encore une fois, expert en relations internationales. Je réitère mes remerciements au professeur Ahmed Azerar, directeur à l'Institut marocain de l'intelligence stratégique. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Et bonne année encore une fois. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée à tous.